Bonjour chers élèves, on s'est arrêté la dernière fois au niveau de la troisième partie de notre cours d'économie intitulé Les échanges extérieurs. Commençons tout d'abord par un petit rappel sur le libre-échange. Comme vous savez, le libre-échange se définit comme étant une doctrine économique prônant la liberté de circulation de tous les biens économiques entre les pays, à savoir la libre circulation des biens, des services, de capitaux et de la monnaie. On a vu également les principales théories du libre-échange, notamment celle des avantages absolus d'Adam Smith. Donc, selon lui, un pays a intérêt à se spécialiser dans la production des biens pour lesquels ses coûts de fabrication sont les plus faibles qu'à l'intérieur et importer ceux pour lesquels ses coûts sont les plus élevés. Donc, un problème apparaît toutefois dans cette théorie si l'un des deux pays possède un avantage absolu pour les deux produits. Si l'on suit Smith, c'est un cas où il n'y aurait pas d'échange. Donc, David Ricardo va apporter une autre réponse avec sa théorie des avantages comparatifs. Donc, selon lui, quand un pays dispose de plusieurs avantages absolus, il doit se spécialiser là où son avantage est comparativement le plus grand. Et quand un pays ne dispose d'aucun avantage absolu, il doit se spécialiser là où son désavantage est comparativement le plus bas. On a vu également la théorie de dotation factorielle ou bien appelée le théorème de Gauss. Cette théorie stipule que les avantages comparatifs ne proviennent pas uniquement de la productivité du travail, mais de l'ensemble des facteurs de production dont dispose un pays. Donc, autrement dit, selon cette théorie, chaque pays doit se spécialiser dans là où les productions qui utilisent le facteur de production qu'il possède en abondance. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir la deuxième section de notre cours intitulée le protectionnisme. Donc, commençons par la définition du protectionnisme. Au sens large, le protectionnisme désigne toutes les interventions de l'État portant sur le commerce extérieur du pays, qu'il s'agisse de l'instauration de barrières destinées à limiter les importations ou encore d'aide apportée aux exportateurs pour pénétrer les marchés étrangers. Donc, on peut dire que le protectionnisme est considéré comme étant une doctrine et politique économique qui repose sur l'application de mesures visant à favoriser les activités nationales et pénaliser la concurrence étrangère. Passons maintenant aux différentes théories du protectionnisme. On distingue trois principales théories du protectionnisme, à savoir le mercantilisme, le protectionnisme éducateur et le protectionnisme défensif. Donc, commençons tout d'abord par la théorie du mercantilisme. Donc, comme vous savez, le mercantilisme est un courant de pensée économique du XVIe et XVIIIe siècle. Les idées mercantilistes considèrent que la puissance d'un État repose sur sa richesse, qui est mesurée par sa possession en or ou bien en métaux précieux. Donc, c'est pourquoi l'État doit s'appuyer sur la classe marchande et favoriser l'essor commercial tout en protégeant le commerce et les industries par des mesures protectionnistes. Cela permettra un excédent commercial pour la nation et une accumulation de la richesse. Donc, à travers, bien évidemment, l'encouragement des exportations et en limitant les importations. Quant au protectionnisme éducateur,
Il s'agit d'une argumentation développée par l'économiste américain Hamilton à la fin du XVIIIe siècle, puis défendue par Frédéric List. Donc, normalement, Frédéric List est pour l'idée du protectionnisme, car la mise en place de mesures protectionnistes par un pays permet la construction d'avantages comparatifs dans certaines industries naissantes, qui n'ont pas encore les moyens de se tenir la concurrence des autres pays industrialisés. Ainsi, si un pays veut se lancer dans la production d'un nouveau bien, celle-ci ne peut être compétitive en raison de sa taille limitée. Donc l'État doit protéger cette industrie le temps qu'il soit en mesure d'affronter la concurrence internationale. On peut dire également que le protectionnisme éducateur, il s'agit d'un protectionnisme temporaire. Et enfin, pour le protectionnisme défensif, donc, ou bien appelé également le protectionnisme des industries sénescentes, est une préconisation de l'économiste britannique Nicolas Kaldor. Donc, il recommande une protection des entreprises nationales sénescentes ou bien vieillissantes, c'est-à-dire des entreprises anciennes en déclin. Cette protection qui peut s'effectuer d'une manière tarifaire via bien évidemment l'instauration des droits de douane ou non tarifaire à travers les restrictions à l'importation, le commerce administré ou bien d'autres normes diverses qui visent normalement à prévenir une rapide chute des profits de l'entreprise concernée pour ne pas laisser les entreprises concurrentes étrangères envahir le marché national visé. Donc ce protectionnisme a pour but de stimuler le déclin progressif de l'entreprise et ainsi permettre à une autre entreprise nationale de profiter du progrès technique afin de reprendre le marché visé. Passons maintenant aux principales formes du protectionnisme. On distingue généralement trois types de mesures protectionnistes, à savoir les barrières tarifaires, les barrières non tarifaires et le protectionnisme monétaire. Commençons tout d'abord par les barrières tarifaires. Il consiste à appliquer aux produits étrangers pénétrant sur le marché national des droits de douane importants dans le but d'augmenter artificiellement leur prix et de les rendre ainsi plus chers. C'est la forme normalement de protectionnisme la plus ancienne. Ensuite, pour les barrières non tarifaires, elles regroupent un nombre important de mesures qui produisent des effets directs ou des effets indirects sur le volume des importations. Donc, on distingue tout d'abord les contingents ou bien appelés également quotas d'importation qui fixent des limites quantitatives maximales à l'importation de catégories de produits. Ensuite, les barrières techniques sont mises en place par l'obligation de respecter certaines normes de qualité ou labels. Également, on a les barrières administratives qui ont pour objet d'accroître le coût du produit ou de rallonger les délais d'entrée sur le territoire national par des formalités administratives lourdes et pénalisantes. Ensuite, on a les restrictions volontaires d'exportation. Ce sont des mesures par lesquelles les pouvoirs publics d'un pays importateur s'entendent avec ceux d'un pays exportateur en vue de restreindre le volume d'exportation de ce dernier. Et finalement, on a les subventions à l'exportation versées par l'État permettant aux entreprises nationales qui en bénéficient de réduire artificiellement leurs coûts et d'abaisser leur prix de vente à l'étranger.
Et pour la troisième mesure de protectionniste, on a le protectionnisme monétaire. Cette forme de protectionnisme très pratiquée dans les nouveaux pays industrialisés pour assurer leur décollage industriel consiste à maintenir la parité de la monnaie nationale à un cours artificiellement bas pour être compétitif sur les marchés mondiaux et favoriser les exportations. Enfin, on passe aux avantages et aux inconvénients du protectionnisme. Parmi ces avantages, nous citons la protection des industries naissantes de la concurrence étrangère, ensuite la dépendance économique à travers le maintien des équilibres extérieurs et la limitation de la concurrence étrangère. En plus de ces avantages, nous citons certaines limites du protectionnisme, à savoir l'augmentation des prix du fait de l'augmentation des tarifs douaniers, le retard dans l'application du progrès technique, car normalement le protectionnisme est considéré comme un frein à la capacité d'adaptation des industries nationales. En effet, ils ne seront pas incités à innover pour réduire leurs coûts ou pour présenter de nouveaux produits. On a également l'absence de la compétitivité aussi bien au niveau des prix qu'au niveau de la qualité. Et enfin, comme limite, on peut dire la perte du bien-être. Donc, pour tous les agents qui doivent payer un prix élevé pour obtenir le produit taxé et qui vont donc réduire leur consommation. Et voilà, je vous remercie, chers élèves, de votre attention. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions. Je vous souhaite bon courage. Merci.